Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore à l'antenne de Canal M. Merci d'être là et d'écouter vivement les femmes. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous nous sommes donné le mandat de célébrer le parcours de femmes extraordinaires mais d'échanger aussi sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Nous ne pouvions certainement pas passer sous silence la Journée internationale de la femme. Au Québec, on souligne donc la Journée internationale des femmes depuis la fin des années 60. Les groupes de femmes font du 8 mars un moment de réflexion et d'action pour la réduction des inégalités, mais aussi un jour de célébration du pouvoir des femmes. Pour souligner cette date charnière du calendrier féministe, nous recevons à Vivement les femmes la présidente du Conseil du statut de la femme, Maître Louise Cordeau, de même qu'une femme qui s'est dévouée à la cause des femmes et à la justice sociale, Françoise David. Bonjour, Maître Louise Cordeau. Bonjour, contente d'être avec vous. À moi de même. Donc, alors, vous êtes avocate, leader aguerri. On vous reconnaît pour vos solides compétences, notamment en matière de réflexion stratégique et de développement organisationnel. Puis le Conseil des ministres a renouvelé votre deuxième mandat de 5 ans en tant que président du Conseil du statut de la femme. Vous êtes donc la personne idéale qui va nous permettre de mieux connaître, je dirais, le Conseil du statut de la femme. Donc, Louise Cordeau, pouvez-vous nous dire, tout de go, quand et dans quelles circonstances est né le Conseil du statut de la femme? Alors, le Conseil du statut de la femme aura bientôt, en 2023, 50 ans. La loi qui l'a créée a été adoptée le 6 juillet 1973. Et en 1967, il y a eu une commission au Canada qui s'appelle la commission Byrd, qui était une commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada. Et dans le cadre de cette grande commission-là, il y a eu une série de recommandations. Et une de ces recommandations-là était de créer un office de la femme. Alors, des militantes au Québec ont souhaité faire en sorte que cet office, qu'il appelait à l'époque, soit créé. Et c'est Madame Marie-Claire Kirkland qui, en 1972, a déposé une loi. Et lorsque la loi a été adoptée, Madame Kirkland n'était plus députée. Alors, c'est Monsieur Fernand Lalonde qui est devenu le premier ministre responsable de la condition féminine. Alors, c'est dans ce contexte qu'est né le Conseil du statut de la femme. La Fédération des femmes du Québec avait fait des pressions. Il y avait des mouvements militants à l'époque. Et voilà, le Conseil du statut de la femme qui a comme rôle dans sa loi constitutive de conseiller le gouvernement et d'informer la population sur les enjeux d'égalité est né à ce moment-là. OK. Donc, alors, la mission et sa mission et son mandat, c'est de conseiller Et de conseiller le gouvernement et d'informer la population sur les enjeux d'égalité. Alors, on a un rôle conseil, donc un rôle de recherche, d'approfondissement. Nous sommes finalement dédiés à faire en sorte de proposer au gouvernement des pistes de solutions ou à alerter le gouvernement sur des enjeux qui peuvent constituer des obstacles à l'atteinte de l'égalité. Donc, on fait des travaux de veille, des travaux de recherche. On répond aussi à certaines demandes du gouvernement donc la ministre responsable de la condition féminine peut nous confier des mandats. Et on documente les enjeux d'égalité. Alors, le spectre est immense actuellement de sujets que l'on peut couvrir. D'accord. Puis, c'est quoi son fonctionnement? Comment vous fonctionnez? Je sais que vous êtes présidente, l'organe même, comment c'est constitué? Ben, c'est un organisme public, donc c'est un organisme gouvernemental qui a ses directions, son personnel spécialisé. Donc, on a des professionnels de recherche qui sont spécialisés
dans les enjeux d'égalité. On a des spécialistes en communication pour bien diffuser notre message. Mhm. Et on a un conseil de membres, donc des membres qui sont nommés par le gouvernement, des femmes qui sont issues de différents milieux, le milieu socio-économique, le milieu syndical, le milieu au niveau communautaire. Alors, ces femmes-là constituent notre conseil et ce conseil-là appuie les recommandations que nous faisons au gouvernement. OK. Puis ces nominations sont aussi d'ordre ministériel. C'est le Conseil des ministres qui procède à ces nominations-là sur recommandation des groupes de femmes ou des groupes qui sont interpellés et qui font en sorte. Alors, on a autour de la table une diversité de femmes engagées, de femmes qui ont différentes expériences de vie, de femmes qui ont différents points de vue aussi. Et c'est la richesse de tous ces points de vue-là, de ces expériences-là qui fait en sorte qu'on peut, à travers nous, notre réflexion de recherche, faire en sorte de proposer les meilleurs outils de transformation de notre société au gouvernement. OK. Puis, c'est ça, vous nous avez dit, bon, le rôle conseil pour trouver, justement, avoir des pistes de solutions. Est-ce que vos recommandations se concrétisent? Oui. C'est difficile oui, parce que il y en a qui sont mesurables. Oui, exactement. Je vais vous donner des exemples qui sont plus faciles. Par exemple, récemment, le ministre du Travail a proposé un certain nombre d'articles ces articles-là, la loi a réformé une partie de notre système de santé et sécurité du travail. Mm-hmm. Et dans ces propositions-là, il y avait toute la reconnaissance des maladies professionnelles. Le cancer du poumon était reconnu chez les pompiers, mais le cancer du sein ne l'était pas chez les pompières. Alors, on a fait une proposition en ce sens-là qui a été reconnue. Récemment, il y a eu une réforme du régime québécois d'assurance parentale et nous, on a proposé que les mères seules puissent utiliser les prestations qui sont accordées aux pères parce que, donc, que l'enfant puisse bénéficier, même si il n'y a pas deux parents, du même temps avec les parents, avec la mère qu'un enfant qui aurait ses deux parents. Alors, je vous dirais que, par exemple, il y a actuellement sous étude le projet de loi numéro 2 sur la maternité pour autrui et le ministre d'entrée de jeu a dit s'être inspiré de l'avis du Conseil de 2016 sur ce sujet-là. Ça, ce sont des sujets, je vous dirais, qui sont mesurables. On peut voir, on propose des modifications législatives, on les voit apparaître. Il y a d'autres éléments qui sont moins tangibles. Et je vous donne un exemple. On a, dans le cadre du comité d'experts qui a rendu un volumineux rapport sur rebâtir la confiance, le comité d'experts qui s'est penché sur l'ensemble des violences. Oui. Donc, nous, on a proposé au comité d'experts une étude pour décrivant la notion de sentiment de justice chez les victimes. Mm-hmm. Alors, cette étude-là a servi à ce comité-là. Le comité s'en est inspiré, a fait certaines recommandations. Alors, qu'est-ce que ça donne à court terme? On sait là qu'il y a différentes mesures, que les tribunaux spécialisés sont arrivés. C'était une des recommandations du Conseil. Mais c'est difficile d'évaluer de façon mathématique là, quelles sont toutes les répercussions de l'ensemble des travaux du Conseil. Par exemple, on fait ce qu'on appelle le portrait des Québécoises. Ouais. Notre dernier sorti, c'est Femmes et santé. On en a eu Femmes et économie. On a eu la présence des femmes et des jeunes dans les lieux décisionnels et consultatifs. Ça, ce sont des outils qui servent à prendre les meilleures décisions au niveau gouvernemental. Alors, on a été consulté, par exemple, dans la réflexion autour de la politique sur l'approche aidance, parce qu'on a fait une étude sur l'approche aidance. Alors, vous voyez, les ramifications sont nombreuses, touchent plusieurs sujets, et donc le Conseil a à chaque fois je dirais, un morceau là, d'action là, où il peut influencer. Oui, en effet. Puis les choix des sujets, vous avez dit que les sujets vous sont proposés parfois par le gouvernement, les rapports de recherche.
Oui, par exemple, récemment, on a eu la ministre responsable de la condition féminine nous a demandé, suite à une motion unanime qu'il y avait eu à l'Assemblée nationale, de faire une étude sur l'accessibilité des produits menstruels. Alors, on a produit cette étude-là, on l'a remis à la ministre et on travaille actuellement avec différents ministères. Ça, c'est un sujet qui nous a été, par exemple, demandé par le gouvernement. Il est clair qu'on doit aussi suivre l'agenda législatif. Oui. Donc, les sujets dont je viens de vous parler, la réforme du droit de la famille, santé, sécurité, ce sont des sujets qui sont imposés par le menu législatif. Mm-hmm. Et aussi, on prend l'initiative de traiter de sujets que l'on pense importants et innovateurs. Et je vous donne un exemple. Lorsque je suis arrivée à la présidence du Conseil, j'ai demandé si on avait réfléchi à la place des femmes en agriculture. Oui. Parce qu'on s'entend que les femmes au Québec ont toujours été en agriculture, mais sans beaucoup de reconnaissance. Il y a eu quand même du chemin parcouru depuis ce temps-là. Mm-hmm. Et j'ai donc demandé à ce qu'on puisse faire un travail sur la réflexion quant à la place des femmes en agriculture. Alors, on a fait un portrait de 3 femmes agricultrices mm-hmm. et on a fait un avis sur la relève agricole féminine, donc je vous dirais, qui a percolé là, dans des milieux comme l'UPA, la financière agricole, l'Ordre des conseillers et conseillères en orientation. Alors, c'est le genre d'initiative de sujet qui est porteur. Actuellement, on est très interpellé. Évidemment, les enjeux de violence, on ne peut pas passer à côté, là. Mais on est très interpellé aussi par tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, où les femmes n'y sont pas beaucoup, puis l'intelligence artificielle est en train de déterminer beaucoup de choses dans nos vies sans qu'on s'en rende compte nécessairement. Alors, les sujets, donc, peuvent être de notre initiative, peuvent être suggérés ou demandés par le gouvernement mm-hmm. et doivent respecter aussi le calendrier législatif. D'accord. Donc, restez avec nous. Nous allons nous arrêter pour une petite pause musicale. Du pain et des roses pour changer les choses. Du pain et des roses. Du pain et des roses pour qu'on se repose. Du pain et des roses. Il nous faut des roses, un souffle, une pause. Il nous faut du pain, donnons-nous la main. Nous sommes plus grandes que ce qu'il vous semble. Nous voulons la paix pour ce monde qu'on a fait. Du pain et des roses pour changer les choses. Du pain et des roses. Trouvons des trouvailles pour que l'on travaille. Guettons les ghettos, nous sommes égaux. Blanche, blonde et brune, nous foulons la lune. Rousse, grise et noire, nous parlons d'espoir. Du pain et des roses pour changer les choses. Du pain et des roses. Ces enfants qu'on aime ne sont pas des graines qu'on sème à tout vent au hasard du temps. Brûlez d'amour fou, portez-les en vous.
sommes de retour avec Maître Louise Cordeau, présidente du Conseil de statut de la femme. Louise, nous étions en train de discuter un peu sur les différentes recherches. Ce qui m'amène aussi à vous demander, vous avez aussi le mandat d'informer la population. Mhm. Puis comment on a accès aux travaux, à vos travaux et puis les outils de diffusion aussi? Je vous dirais que c'est peut-être une des plus belles questions que je peux avoir à court terme parce que on est tellement fiers de partager les travaux. On a un site web, donc les gens font conseil du statut de la femme et donc le site web a une banque d'informations de sujets. On a aussi, par exemple, la ligne du temps où on retrouve à travers des dizaines d'années au Québec, on reconnaît les femmes qui ont marqué l'histoire. On a aussi les éditions numériques qui sont disponibles. Je parlais tantôt avant la pause de nos portraits femmes et on a un grand dossier Femmes et pandémie. Oui. On a des séries de balados parce que dans notre responsabilité d'informer la population, les enjeux sont nombreux. D'abord, les enjeux de communiquer, notre savoir, nos recherches, et aussi de vulgariser. Et on veut atteindre les plus jeunes, parce qu'il y a des enjeux aussi chez les plus jeunes. Oui. Et donc, on doit prendre de nouveaux moyens. Donc, les outils numériques qui sont à notre disposition sont très nombreux. Alors, on a fait récemment des balados, justement le portrait des femmes en agriculture. On rencontre 2 de ces agricultrices-là. On a rencontré, dans le cadre de notre étude sur la proche aidance, des proches aidants et des proches aidantes. Et récemment, on vient de lancer une série de balados intitulée « Les femmes et l'argent », où c'est Marie-France Bazot et Marie Grégoire qui discutent entre elles et qui rencontrent différentes personnalités qui leur parlent de leur rapport à l'argent dans l'intimité, dans la vie sociale, dans le couple, dans les affaires. On a des séries, parce qu'il faut rejoindre les jeunes. Les jeunes sont où? Avec leur téléphone portable. Oui. Alors, on a des, ça s'appelle comment, en 60 secondes. Il n'y a pas d'image, c'est-à-dire il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son, il n'y a que des images et du texte. Oui. Et on en a un, par exemple, sur la culture du viol qui a été vu je pense c'est au-delà de 400 000 fois. On a fait des quiz, on fait des médias sociaux et on a le grand privilège d'avoir depuis 1979 la Gazette des femmes, qu'on appelle le magazine GF maintenant, qui est une publication mensuelle et qui veut susciter la réflexion et faire en sorte de mettre en valeur des actions qui sont porteuses quant aux enjeux d'égalité. D'accord. Alors, ce qui m'amène à vous poser la question, je vois c'est facilement accessible, tout le savoir que vous avez. J'aimerais savoir, est-ce que dans l'ère du MeToo, est-ce que ça a orienté vos travaux? C'est-à-dire que c'est l'ère du MeToo. Du moi aussi. Est-ce que vous avez fait des recherches? Ce sont les réseaux sociaux. Oui. Ce sont les réseaux sociaux, mais les travaux, par exemple, sur le harcèlement, sur la violence, sur les violences sexuelles et conjugales, je dirais qu'ils sont présents au Conseil depuis très longtemps. D'accord. Donc, l'ère du MeToo a fait en sorte peut-être de faire accélérer certaines réflexions. Et tantôt, je vous parlais de l'étude sur le sentiment de justice. Oui. Ben, c'est sûr qu'on est allé à la rencontre de certaines femmes qui ont vécu malheureusement ces violences. Alors, c'est un sujet qui nous préoccupe constamment. Là. D'accord. Un autre sujet qui m'interpelle aussi, en ce qui concerne les femmes racisées, quels sont les constats que vous avez faits? Et aussi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des recommandations que le Conseil du statut de la femme a fait auprès du gouvernement?
Ben, récemment, on a dans la Gazette, le magazine GF, notre dernier dossier, c'est femmes immigrantes, femmes racisées et femmes du monde. Alors, on n'a pas d'études récentes particulières sur ce sujet-là, mais dans le cadre de nos travaux, ce sont des considérations qu'on a. Lorsque, par exemple, on est intervenu dans certaines recherches au niveau gouvernemental, l'impact, par exemple, sur les femmes racisées ou immigrantes de certaines politiques ou l'accessibilité, ce sont des enjeux qui encore là nous interpellent. On a dans le grand dossier Femmes et pandémie aussi réfléchi à certains aspects, mais on n'a pas fait récemment, je vous dirais, d'études ou d'avis avec des recommandations précises, mais ces enjeux-là font partie de l'ensemble, je vous dirais, des réflexions que l'on porte quant aux enjeux d'égalité. Je comprends, oui. Alors, pour ceux et celles qui viennent de se rejoindre à nous, je suis toujours avec Maître Louise Cordeau, présidente du Conseil statut de la femme. Alors, je poursuis un petit peu sur ce sujet, Louise. On sait que les femmes racisées ont souvent une vision différente du féminisme. Selon vous, est-ce que cela a influencé ou pensez-vous que ça peut influencer le mouvement des femmes au Québec? Moi, je pense que définir le féminisme, c'est croire à l'égalité entre les hommes et les femmes. D'accord. Donc, est-ce que ça peut influencer? Je pense que toutes les personnes qui arrivent dans notre société contribuent à sa richesse, à sa diversité. Et il y a autant, à la limite, de notions de féminisme qu'il y a d'expériences de femmes dans leur vie personnelle. Tout à fait. Et je suis pas scientifique, je n'ai pas d'expertise particulière, mais il est clair que les progrès qui ont été faits au Québec, que les dispositions législatives qui sont en place, que la vision égalitaire de notre société, bien qu'imparfaite, fait en sorte d'interpeller, je pense que tous les acteurs et les actrices de notre société vers des sociétés plus justes, plus équitables. Alors, c'est difficile, je peux pas mesurer quel impact ça a, mais moi, je pense que chaque personne en soi croit aux valeurs d'égalité. Comment on les vit, comment on les interprète, comment on les décline, c'est ça qui fait la différence. Oui, en effet. Puis, vous êtes à la présidence vous entamez, je pense, le deuxième mandat de 5 ans. C'est quand même, c'est tout un défi. Vous, quelle couleur vous avez donné à l'organisme qu'est-ce que vous avez insufflé à l'organisation qui date quand même de 50 ans? Oui. Ben moi, je suis arrivée en disant que je voulais faire valoir la contribution des femmes à l'essor économique et social du Québec. Au-delà de tous les enjeux dont on vient de parler dans les dernières minutes, je pense que il faut parler de cette contribution. Il faut parler de la valeur ajoutée, si je peux m'exprimer de cette façon-là, et du rôle des femmes dans notre société. Puis lorsque je parle de la contribution sociale et économique, si on pense à la contribution sociale, vous serez probablement d'accord avec moi que toute la philanthropie qui tourne autour des organismes communautaires et des engagements, de l'engagement des femmes au Québec est fondamentale, pour ne pas dire essentielle, et pas souvent reconnue non plus. Tout à fait. Et la contribution économique, parler des femmes entrepreneurs, parler des femmes qui, on l'a bien vu dans la pandémie, ont été sur les lignes de front, que ce soit, en santé, en éducation, mais aussi au niveau alimentaire, au niveau des services. Et la couleur que je souhaite donner encore, c'est de parler de ces femmes-là, de faire en sorte que des modèles rayonnent, de faire en sorte aussi de démontrer que ce
ce succès-là, cet engagement-là transforme le Québec à l'avantage de tout le monde, là. Oui, tout à fait. Donc, j'ai envie de vous demander, la Journée internationale de la femme, le 8 mars, pour vous, est-ce encore important? Oui, c'est important. La Journée internationale des droits des femmes est importante. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, on y est actuellement, donc, de souligner l'importante contribution des femmes, de se rappeler les actions effectuées, mais aussi de marquer la fragilité des acquis. Tout à fait. Et de marquer aussi le travail qui reste à accomplir. Et on a abordé plusieurs sujets là, qui démontrent assez clairement que les enjeux sont encore très importants. Et les femmes ont eu récemment beaucoup de contre-coups suite à la pandémie. Les contre-coups sont très nombreux. On a l'impression qu'on va s'en sortir un peu tranquillement, mais si on parle à toute la question de la santé mentale, de la conciliation travail-famille, de l'approche aidance, et nous, il y a un sujet là, qui nous interpelle actuellement, ça va être l'impact du télétravail sur la place des femmes dans le milieu du travail. Est-ce qu'elles vont devenir invisibles ou est-ce qu'elles vont, parce qu'on sait que toute la question du réseautage est important, là. Exactement. Quels seront les impacts? Est-ce qu'elles vont choisir parce que la charge mentale va être plus facile, la conciliation famille-travail va être plus facile de privilégier le télétravail au dépend de la présence physique? J'extrapole. Ce que je dis, je n'ai aucun... les recherches sont pas amorcées encore. Je comprends. C'est trop tôt pour arriver à des conclusions. Oui, Maître Louise Cordeau, c'est vraiment ce qu'on avait, le temps qu'on avait, mais c'est excellent. Je vous remercie. Je rappelle que Maître Louise Cordeau est présidente du Conseil du statut de la femme. Avec vos lumières, nous avons certes une meilleure compréhension du rôle du Conseil du statut de la femme et nous vous en remercions. C'est un grand plaisir. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Avant la pause, je me suis entretenue avec Maître Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de la femme. Maintenant, j'ai le plaisir de recevoir à Vivement les femmes Françoise David, une militante de longue date, une femme dévouée à la cause des femmes et à la justice sociale. Françoise David a été présidente de la Fédération des femmes du Québec de 1994 à 2001. En 2006, elle a cofondé Québec solidaire avant d'être élue à l'Assemblée nationale en 2012. Pendant 5 ans, elle a défendu le projet d'un Québec plus juste et plus inclusif. Bonjour Françoise David. Bonjour. Alors, je dois vous dire que je vous admire beaucoup. Écoutez, c'est gentil. Alors, voilà, donc... j'aimerais savoir, vous avez quitté la politique, on le sait, en 2017. À ce moment, vous nous disiez que vous étiez fatiguée et on pouvait le comprendre et même le sentir, je peux vous dire. Donc, vous avez été interpellée par la suite par la journaliste du Devoir, Lisa Marie Gervais, pour écrire sur votre parcours. Entre-temps, qu'est-ce que vous avez fait? Écoutez, le projet de livre a finalement pris presque 2 ans à se réaliser, donc les 2 dernières années. Là-dessus, je dirais que depuis le printemps dernier, j'y ai travaillé pas mal parce que on avait fait des grandes entrevues, Lisa Marie écrivait, et puis moi, je passais par derrière, puis je réécrivais pas tout, mais des grands bouts parce que je voulais à la fois que ça ressemble à de l'oral, parce que oui, c'est ce que j'avais dit, mais je voulais que mes idées soient claires et tout ça. Alors, je dirais que dans la dernière année, j'ai été prise pas mal par ce projet-là, mais auparavant, j'avais quand même été 2 fois porte-parole d'une campagne que tient Amnesty International tous les automnes, là, qui s'appelle Écrire, ça libère. Et puis, je suis devenue aussi, il y aura bientôt 4 ans, vice-présidente
vice-présidente du mouvement Démocratie Nouvelle qui milite en faveur d'un nouveau mode de scrutin plus proportionnel, qui respecte, dont les résultats en termes de nombre de députés à l'Assemblée nationale respectent davantage le nombre de votes obtenus par chacun des partis et qui occasionne très souvent dans les pays où ça existe la mise en place de gouvernements de coalition, donc des gouvernements qui sont obligés de discuter avec des adversaires, qui est quelque chose d'intéressant en démocratie. Et puis, occasionnellement, j'ai appuyé les luttes pour accueillir davantage de travailleurs migrants, travailleurs, travailleuses, et puis sur le droit au logement. Alors, bon, je n'ai pas exactement chômé, mais le fait de prendre la retraite de la vie politique, ça avait pour but que je puisse avoir du temps à moi, que je puisse peut-être aller un petit peu moins au bout de mes limites, là, ce que j'ai réussi à faire. Et puis mon conjoint et moi, nous avons 5 petits-enfants, alors nous voulons aussi du temps pour les voir. J'ai réussi à faire tout ça et puis à passer à travers la pandémie sans trop de dommages. On a quand même de la chance parce que ça a été dur, je pense, pour beaucoup de gens, là. Tout à fait. Donc, c'est une retraite, mais il faut s'entendre. C'est une retraite au sens de je ne suis pas obligé de me lever tous les matins en me disant je dois travailler à 8 heures ou 9 heures pour gagner ma vie. Ça, c'est terminé. Oui. Mais je peux choisir mes engagements, choisir les contrats que j'accepte. C'est ça pour moi le plaisir de la retraite. Ah ouais, j'en doute pas. Alors, on parle d'engagement, vous êtes une femme engagée. Est-ce que c'est difficile pour vous de regarder de loin la joute politique? Non, parce que je n'ai plus du tout envie de la regarder de près ou d'être dedans. J'ai aimé ça, hein? Honnêtement, là, fonder un parti politique était tout un défi. Je n'avais pas mesuré d'ailleurs totalement ce que ça représentait, mais c'est bien comme ça. Et puis, devenir député a été un très, très grand bonheur pour moi. J'ai beaucoup aimé travailler dans mon comté. Le livre en parle de ça parce que c'est l'aspect peut-être le moins connu du travail politique des députés. Puis moi, c'est celui que j'ai le plus aimé. Les joutes à l'Assemblée nationale, je peux pas dire que j'aimais toujours ça. Je préférais être en commission parlementaire et travailler sur un projet de loi, proposer des amendements. Ça, ce sont des choses qui finalement nous prennent beaucoup plus de temps à l'Assemblée nationale que cette fameuse joute oratoire de la période de questions qui, de façon générale, est plutôt du mauvais théâtre. Ça, j'aimais pas ça beaucoup. J'ai aimé cette vie-là, mais il ne me viendrait même pas à l'idée une seconde de me représenter. Je trouve qu'il y a un âge pour chaque chose. Moi, je suis à l'âge de prendre plus de temps, de prendre davantage soin de ma santé. Oui, de continuer à être une citoyenne engagée, mais comme je vous le disais, en mettant mes limites, parce qu'on a des limites à 74 ans, il faut quand même à un moment donné les admettre, là. Et c'est, en fait, mon plus grand travail, c'est d'admettre mes limites. Oui. C'est le plus grand défi des personnes vieillissantes, c'est à la fois d'avoir envie de continuer de faire plein de choses, puis c'est important de le faire, mais en même temps d'être capable de se dire, OK, là, je suis fatigué, donc je me donne la permission d'arrêter. Oui, je comprends. J'ai envie de vous dire, on vous en parlait dans le livre, que vous venez d'un milieu aisé. Hein? Votre père était médecin. Il a même fondé l'Institut cardiologique de Montréal. Ce que j'ai vu, il est devenu sénateur. Votre mère a écrit des romans. Donc, ce que j'aimerais savoir, dans ce milieu favorisé, qu'est-ce qui vous a conduit à militer pour la justice sociale? Ma mère. Okay. Parce que oui, on était une famille d'Outremont, grande maison, etc. Il y avait même des femmes qui aidaient ma mère, tout ça. Alors oui, j'aurais pu, c'est vrai, virer jeune fille de bonne famille, riche et ne se préoccupant de rien autour. Mais mes parents quand même, là, mes parents portaient des valeurs qu'ils n'auraient pas, eux, appelées de justice sociale. Le langage de ma mère était plus chrétien. C'était l'idée du partage, l'idée de redonner ce qu'on a eu la chance d'avoir, de rester humble malgré notre situation privilégiée. Donc, en fait, des valeurs morales, on pourrait appeler ça comme ça,
mais qui m'ont énormément influencé. En fait, qui ont influencé toute la famille. Tous mes frères et sœurs n'ont pas pris les mêmes voies, VOIES. Oui. Mais dans mon cas, peut-être parce que j'étais l'aînée des filles, que ma mère me disait tout le temps que je devais être responsable, ça finit par rentrer quelque part. Ça. Oui. Et dans mon cas, le terreau devait être fertile parce que, je sais pas, moi, mes premières manifs, j'avais 17-18 ans, là. Oui. C'est jeune. Oui, oui et non, parce qu'aujourd'hui, on voit des adolescents, des adolescentes marcher, par exemple, pour le climat. Donc, En effet. mais c'est juste que à l'époque, dans mon milieu, je dis bien dans mon milieu, ben ça n'était pas si fréquent. En effet, oui. Alors, à la page 119 du livre Du cœur au combat, vous invitez fortement les femmes à se lancer en politique. Mm-hmm. Et il y a le journaliste Pierre Foglia qui avait écrit quelque chose qui disait qu'il vous manquait la part du show pour réussir en politique. Mm-hmm. Moi, ce que j'aimerais savoir, cette invitation aux femmes, et est-ce que ce show politique est nécessaire? Non. OK. En fait, Pierre Foglia et moi, on est devenus, je dirais, amis au fil du temps et il a pris sa retraite il y a plusieurs années, comme vous le savez, mais Oui. on se parle encore. C'est un homme que j'aime beaucoup avec tous les désaccords qui viennent avec. Là. Alors, je l'ai beaucoup taquiné quand j'ai été élu, évidemment. Alors, il a convenu qu'il s'était trompé. J'ai été élu et je n'ai jamais vraiment fait de show. Donc, c'est sûr que quand on est en politique puis qu'on fait des shows, ça attire l'attention des médias parce que ça vend. Hein? Ça Oui. vend. Ça fait des belles images et tout et tout. Ça n'attire pas, par contre, forcément, à moyen et long terme, le respect des journalistes. Ça, c'est toute une autre question, ça. Et moi, quand ils m'ont vu arriver, au début, je sentais que je les intéressais modérément. Ils étaient gentils avec moi, mais bon, je leur faisais pas de show, qu'est-ce que vous voulez. Mais petit à petit, ce que j'ai senti s'installer, c'est du respect. Et je le vois bien maintenant, j'ai quitté la politique, il m'arrive de reparler avec des journalistes et il m'arrive même que certains chroniqueurs, voire éditorialistes, dans une année, me téléphonent pour me consulter discrètement sur un sujet ou un autre. Ça se gagne, ça, le respect. Et je pense que j'ai des idées, c'est pas toute la population qui les partage, c'est bien correct, mais je pense que j'ai gagné aussi le respect des gens par l'attitude que j'ai et ma capacité à dialoguer même avec des adversaires. Donc, je rassure les femmes, parce que la majorité d'entre elles n'ont pas envie de faire des shows. Il y en a qui sont capables, il y en a que j'ai déjà vu, mais la majorité des femmes ne sont pas dans ce registre-là. Et pourtant, oui, celles qui en ont envie doivent ne pas hésiter à se lancer en politique parce que plus il y aura de femmes, ben peut-être moins il y aura de show. Oui. C'est pas absolument nécessaire. Je vous donne un seul exemple, et c'est pourtant pas parce que j'ai toujours été d'accord avec elle, Angela Merkel, l'ex-chancelière allemande qui est restée là, je ne sais plus, là, 15 ou 20 ans, c'est une femme qui n'a jamais fait de show. En effet. Et qui a pourtant été élue et réélue et réélue. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle a fait. C'est pas une femme de gauche. Sur un certain nombre de sujets, probablement qu'on n'aurait pas la même opinion. Mais elle a eu une manière de gouverner, faut-il le croire, qui a satisfait la majorité des gens. Et sans faire des grands éclats de voix, mon Dieu, c'était pas exactement une femme charismatique. Donc, c'est possible. Oui, c'est possible. Et je le dis à celles qui en ont envie, non, ce n'est pas toujours un jardin de roses. On s'entend, là? Oui. Puis avec les médias sociaux, il y a une couche additionnelle de difficultés. Mais il ne faut pas non plus se fier uniquement sur ce que des gens mal intentionnés, à certains moments, et agressifs et même haineux disent dans les médias sociaux, parce que quand on est député dans un comté, il y a aussi tous les gens sur la rue, dans nos villages, sur nos routes qui nous parlent. Oui. C'est drôle comme, en général, ils sont vraiment gentils avec nous comme députés. Il faut s'accrocher à ça. En effet. Donc, Françoise, restez avec nous le temps d'une petite pause.
Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Tresser avec vous ce lien et cette délicatesse, vous mes amis d'hier et d'aujourd'hui, cette amitié dans la continuité, un mot, un regard, un silence, un sourire, une lettre. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Françoise, Alain, Claire, Patrick, Kim, Roland, et Jean et Louise, et tous les autres que je ne saurais nommer. Vous êtes mes havres, les soirs de détresse, la goutte d'eau qui fait jaillir la source, ma lumière. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Pourtant, nous savons que la vie est plus forte que la mort. Le désespoir a dit son dernier mot. Permettez-moi de vous aimer toujours, riche de nos secrets. J'attendrai, 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 j'attendrai les amitiés nouvelles. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Tendre, tendre, douce, douce. Nous voilà de retour avec Françoise David, femme d'engagement social et politique, cofondatrice de Québec solidaire. Françoise, on dit de vous que vous faites partie des personnes qui se sont le plus engagées socialement depuis les 50 dernières années. Et là, j'aimerais vous entendre sur un grand moment dans votre vie de militante, ce qui a été la marche du pain et des roses, qui a fait converger 850 personnes vers la colline parlementaire de Québec. Parlez-nous de cette idée ambitieuse qui a germé dans votre esprit au milieu des années 1990. Oui, ben écoutez, ça me fait plaisir d'en parler, d'autant que, en plus du livre des grands entretiens avec moi par Lisa Marie Gervais, il y a aussi une bande dessinée qui a été lancée hier, qui raconte cette marche en illustration et en texte, donc toujours Lisa Marie Gervais et l'illustratrice Marie-Noël Hébert. Alors, moi j'invite, et ça c'est pour des jeunes de 9 à 14 ans à peu près. Oui. C'est pas interdit de le montrer aux enfants de 8 ans ou de le faire lire aux ados de 15 ans, bien sûr. Donc oui, cette marche, elle a occupé une grande place dans ma vie, mais aussi dans la vie de milliers de femmes. Parce qu'une chose que je tiens à dire, c'est que, bon, là, on parle beaucoup de moi parce qu'il y a un livre, Les grands moments de ma vie, mais une des choses que je dis dans ce livre, c'est qu'on ne se fait pas tout seul, hein, on ne grandit pas tout seul, on est toujours accompagné de plein de gens, enfin, il faut l'espérer parce que c'est comme ça qu'on est capable d'avancer. Et cette marche n'aurait jamais été possible sans les centaines et les centaines de femmes qui ont d'une part marché, mais qui aussi se sont très, très impliquées dans toutes les régions pour préparer l'arrivée des marcheuses. On a quand même circulé dans à peu près une cinquantaine de municipalités. L'idée était celle-ci, il faut poser un geste fort pour que le mouvement des femmes au Québec reprenne toute sa place.
Après le massacre de Polytechnique en 1989, le mouvement des femmes vivait des heures très difficiles. Les féministes s'étaient fait reprocher de vouloir récupérer l'événement alors qu'il était tellement évident qu'il s'agissait d'un massacre anti-femmes et anti-féministe. Ça aura pris 25 ans à le reconnaître finalement. Mais donc, une époque qui est dure, une époque de récession aussi. Beaucoup de femmes perdent leur emploi, la situation est difficile, il y a beaucoup de pauvreté. Alors oui, en voyant un soir un reportage sur la marche des droits civiques en, je crois, 1900... au début des années 60, donc grande marche Martin Luther King, marche des Noirs, des Afro-Américains qui disent le racisme, on n'en peut plus, on a des droits, etc., etc. Évidemment, la situation ici n'est pas comparable, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais c'est juste que ça m'a donné cette idée de me dire, on devrait marcher nous aussi. Oui. Donc, je propose l'idée au CA de la FFQ, un peu éberluée, mais qui dit, écoute, on va le proposer au groupe de femmes. On le propose au groupe de femmes qui disent oui, et c'est parti. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, il n'y a pas Facebook. On n'organise pas des marches sur les réseaux sociaux. Là. En effet. On envoie encore des lettres par la poste en 95. Quoique, oui, on a des ordinateurs, là, mais mon Dieu, c'est beaucoup plus artisanal qu'aujourd'hui. Alors, il nous faudra 1 an pour tout organiser, décider donc du slogan, c'est la marche du pain des roses, décider de 9 revendications, de 3 trajets pour accommoder la grande majorité des régions du Québec, donc Montréal, Québec par la rive nord, Longueuil, Québec par la rive sud et Rivière-du-Loup, Québec pour les femmes de la Gaspésie, de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent. Donc, presque toutes les régions se trouvent sur notre chemin, sauf malheureusement les régions plus à l'ouest comme l'Abitibi et l'Outaouais, mais elles viennent rejoindre les contingents qui partent à Montréal et Longueuil. Et finalement, on a 850 femmes qui marchent 10 jours, 20 kilomètres par jour. Et là, tous les soirs, on est logé dans des gymnases, dans des sous-sols d'églises, vraiment dans toutes sortes d'endroits. Et finalement, le 4 juin, on arrive à Québec et là, il y a 18 000 personnes devant l'Assemblée nationale. Le premier ministre Jacques Parizeau est là avec des ministres. Il vient donner les réponses. Bon, on n'est pas complètement satisfaite, mais quand même, on a fait... On a gravi des marches, là. On a fait du terrain, on a gagné du terrain. Le salaire minimum a sa plus grosse hausse depuis le début, c'est-à-dire 45 sous d'un seul coup. Oui. On voulait plus, mais on a quand même ça. Il y a une revendication qui touche les femmes immigrantes. On l'obtient, rétroactivité de la durée du temps de parrainage, en tout cas qui est beaucoup réduit chez les femmes immigrantes. Du logement social, etc. Donc, on obtient non seulement, pas tout, là, on n'obtient jamais tout, mais on obtient, disons, autour des 2/3 des revendications, mais surtout, je dirais, cet événement, comme on dit au Québec, là, remet le mouvement des femmes du Québec sur la carte. La population voit tous les jours au téléjournal défiler des femmes qui sont des féministes, mais qui, au fond, sont des femmes qui pourraient être leur mère, leur belle-mère, leur belle-sœur, leur voisine, leur cousine, là. Et c'est comme si tout d'un coup, plein de gens s'apercevaient que les féministes, ça mange pas le monde. C'est des femmes charmantes. Oui. Et avec des idées. Et là, il y a comme un vent qui tourne. On obtient l'appui d'un bon nombre de personnes dans la population québécoise autour d'une marche qui dit « Nous voulons lutter contre la pauvreté, pas seulement celle des femmes, mais celle des jeunes, celle des personnes âgées. » Et je pense que ça conquiert le cœur des gens. Donc, en fait, il faut que je dise que dans ma vie, c'est probablement l'un des événements les plus réussis. Il y avait un bon timing aussi, en bon français. Cette marche s'est tenue 5 mois avant le référendum sur l'avenir du Québec et on a donc un gouvernement, évidemment, qui doit se dire, bon, on ne peut pas laisser tomber les femmes à 5 mois d'un référendum. Oui. Mais je dois dire très honnêtement qu'il y avait des féministes dans ce gouvernement et que M. Parizeau lui-même était ouvert à plusieurs des revendications. Alors, il y a comme des moments historiques comme ça où tout converge.
Mais sans la détermination de toutes ces femmes, on n'aurait jamais obtenu tout ça. Donc, il y a à la fois un bon momentum, disons, et puis la détermination de milliers de femmes, si on compte non seulement celles qui ont marché, mais celles qui ont travaillé à l'organisation de tout ça, la plupart du temps bénévolement, et puis toutes celles et tous ceux qui sont venus devant l'Assemblée nationale le 4 juin. Un très beau moment. Alors, ça valait la peine de faire une bande dessinée pour apprendre aux plus jeunes que cela a existé au Québec. Oui, puis je dois vous dire, je suis passée à travers, mais pour apprendre aux plus jeunes, mais j'ai appris aussi. Donc, c'est une bande dessinée très bien faite et qui apporte vraiment des notions intéressantes aussi, avec la ligne du temps aussi, là, sur ce qui s'est passé au Québec. Et moi, j'ai été très, très, très contente d'en savoir plus. Alors, c'est un travail très bien fait et je rends vraiment hommage à Marie-Noël et à Lisa Marie, qui sont vraiment les deux artisanes de cette bande dessinée. C'est premièrement une très bonne idée et c'est vrai que des adultes, peut-être voulant donner cette bande dessinée à leur fille ou à leur nièce ou je ne sais trop, vont commencer par la lire. Voilà, oui. Et vont se dire, mon Dieu, mais j'apprends des choses, ou tu sais, j'avais oublié des jeunes adultes de 25, 30 ou 35 ans. Premièrement, il y en a qui n'étaient pas nés, puis deuxièmement, où ils étaient beaucoup trop jeunes, ils n'en ont pas beaucoup entendu parler. Alors, je suis très, très contente, oui. Alors, très bien. Je poursuis, Françoise, avec votre parcours professionnel. Et on a parlé de la Marche du pain et des roses, qui a été quand même un mouvement collectif initié par vous. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont vous êtes fière, qui a porté aussi pour les femmes? Oui, je dirais que beaucoup plus récemment, une chose dont je suis assez fière, parce que ça a pris 2 ans, celle-là, avant de l'obtenir, c'est une loi qui protège de l'éviction les locataires aînés. Projet de loi que j'ai déposé à l'Assemblée nationale une première fois en 2014 et qui finalement a été voté en 2016, en juin 2016, donc quelques mois avant que je quitte. Oui. Il est très, très rare que l'opposition à Québec dépose un projet de loi et il est encore plus rare qu'il soit adopté. C'est rarissime. On peut compter sur les doigts d'une main les fois où c'est arrivé. Et là, j'avais comme un peu organisé mon affaire parce qu'au moment de la campagne électorale en 2014, j'avais demandé aux 3 autres chefs, au moment du débat des chefs, de me dire s'ils étaient d'accord pour qu'il y ait une loi qui protège les locataires aînés du Québec. Vous comprenez bien que dans un débat des chefs en campagne électorale, avec le fait de savoir que beaucoup de personnes âgées votent, ils ne pouvaient pas dire non. Alors, ils ont dit oui. Mais après ces 2 ans de travail, mine de rien, là, et finalement, cette loi a été adoptée et elle fait en sorte que si vous êtes une ou un, mais c'est beaucoup des une, hein, beaucoup de femmes sont locataires aînées, vivent seules. Si elles ont 70 ans et plus, qu'elles vivent dans leur logement depuis au moins 10 ans et qu'elles sont à revenus modestes, un propriétaire ne peut les évincer de leur logement. C'est pas une loi qui a fait les manchettes. C'est pas une loi qui m'a fait devenir du jour au lendemain une immense vedette. Là, en fait, c'est un peu passé inaperçu, je dirais même, parce qu'elle a été votée le dernier jour où on siégeait en juin 2016 à l'Assemblée nationale. Donc, comme on dirait, c'est passé dans le beurre. Mais moi, je sais que depuis ce temps-là, les comités logement partout au Québec, qui évidemment connaissent bien la loi, quand des personnes aînées viennent les voir, tout de suite, ils regardent si cette personne est couverte par la loi. Et si elle est couverte par la loi, le propriétaire ne peut l'évincer. Donc, je ne sais pas combien de personnes, concrètement, cette loi a aidé depuis qu'elle est adoptée, depuis maintenant bientôt 6 ans. Oui. Mais c'est certain qu'il doit y en avoir au moins plusieurs dizaines. En effet, Françoise, malheureusement, je dois... il nous reste que quelques minutes. Donc, vous dire quand même
je vois qu'il y a beaucoup. J'aurais aimé vous avoir plus longuement pour en connaître encore plus. Lisez Alors, le livre. Voilà. Ah non, je l'ai lu, hein. J'ai lu Non, mais quand je dis deux. lisez le livre, je le dis aux auditeurs. Ah oui, et auditeurs tout à aussi. fait. Ah non, j'ai voulu le lire, puis je vous ai suivi quand même dans votre carrière. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je voudrais rappeler que la parution simultanée à l'Atelier 10 du livre « Du cœur au combat », Françoise David en 5 temps, signé par Lisa Marie Gervais, et de l'album illustré « Un grand moment dans la vie de Françoise David », La marche du pain et des roses, que signe aussi Lisa Marie Gervais et illustré par Marie-Noël Hébert. Merci à Françoise David d'avoir accepté notre invitation et également merci à ma première invitée, Maître Cordeau. Alors, ceci met fin à notre émission. Merci à l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique. Un plaisir d'avoir été avec vous. Ici Marjorie Théodore, qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.